2 personnes ont été inculpées après qu'un enfant a été retrouvé mort dans une voiture en Caroline du Sud. Les adjoints du shérif du comté de Colton ont répondu à un signalement concernant un enfant laissé dans un véhicule à environ 60 miles de Charleston. L'enfant a été déclaré décédé sur les lieux. Les enquêteurs ont arrêté Rita Pangilinan, âgée de 49 ans, et Larry King, âgé de 41 ans. Les enquêteurs affirment que Christina Pangilinan, 14 ans, handicapée, a été laissée dans une voiture en août pendant des heures, enfermée à l'intérieur et est décédée. Est né le 28 mars 2006 en Caroline du Sud, au sein d'une famille modeste, de parents nommés Walter Raphael Pangalangan et Rita Frazier Pangalangan. Benjamin d'une fratrie de 3 enfants. Christina a grandi entourée de l'affection de ses 2 sœurs aînées, Ashley Helen Pangalangan et Elizabeth Pangalangan Clyde, qui étaient déjà adultes au moment des faits relatés dans cette histoire. Dès la naissance, Christina a été diagnostiquée avec une paralysie cérébrale, une pathologie grave affectant le cerveau et les fonctions motrices fondamentales. Peu de temps après, elle a également été diagnostiquée avec une épilepsie et une scoliose, ce qui nécessitait la prise régulière de médicaments afin de contrôler ses symptômes. Christina ne parlait pas et se déplaçait en fauteuil roulant, ce qui impliquait un besoin de soins constants à chaque instant de la journée. Elle était décrite comme une personne profondément douce, aimante et innocente, qui marquait durablement tous ceux qui la rencontraient, malgré les nombreuses difficultés auxquelles elle faisait face. Christina possédait une personnalité bien affirmée. Elle pouvait se montrer obstinée et parfois très déterminée, notamment lorsqu'il s'agissait de ses sœurs ou lorsqu'elle souhaitait que les choses se passent selon sa volonté. Christina aimait également nager, appréciant la sensation de liberté dans l'eau fraîche, même si elle prenait encore plus de plaisir à regarder des dessins animés. Ceux-ci représentaient pour elle une source de joie constante. Dora l'exploratrice et Bob l'éponge figuraient parmi ses programmes préférés. Elle pouvait les regarder chaque jour, encore et encore, avec un éclat d'enthousiasme dans le regard qui ne semblait jamais s'éteindre. Christina était élève au Colton Middle School, où elle appréciait la présence de ses camarades et l'atmosphère familière de l'école. La salle de classe lui procurait une grande joie, non seulement en raison des apprentissages, mais aussi parce qu'elle ressentait l'attention sincère et la bienveillance de ceux qui l'entouraient. Elle chérissait chaque interaction, même la plus simple, et trouvait toujours du bonheur dans le fait d'être vue, entendue et intégrée, au même titre que ses amis. L'état de santé de Christina a façonné une partie de sa vie, mais il ne lui a jamais ôté sa capacité à éprouver de la joie, de la proximité humaine ou un amour simple et authentique. Elle affichait presque toujours une expression joyeuse et lumineuse qui transmettait sa chaleur à ceux qui l'approchaient. Christina n'hésitait pas non plus à exprimer ses émotions à travers ses expressions faciales, qu'il s'agisse de la colère, de la tristesse ou de la joie, des sentiments sincères qui touchaient facilement le cœur des autres. La mère de Christina, Rita, était sa principale aidante tout en exerçant comme enseignante au sein du district scolaire du comté de Colleton. Elle bénéficiait d'une longue carrière, avec plus de 25 années consacrées à l'éducation, et était respectée par plusieurs générations d'élèves et de collègues pour sa patience et son engagement. En 2014, Rita a été distinguée en tant qu'enseignante de l'année, une reconnaissance qui a suscité la fierté de sa famille et de sa communauté. En dehors de l'école, elle participait activement à des organisations communautaires venant en aide aux enfants en situation de handicap, incarnant l'image d'une enseignante investie et d'une citoyenne engagée. Toutefois, son rôle de mère et d'aidante à temps plein auprès de Christina a par la suite fait l'objet d'un examen rigoureux. En 2016, le département des services sociaux de Caroline du Sud, DSS, a déposé une première plainte à son encontre. Le rapport indiquait qu'elle n'aurait pas assuré des soins adéquats, une surveillance nécessaire, ni même un soutien médical minimal pour sa fille. Les besoins fondamentaux de Christina, sa sécurité quotidienne et sa santé à long terme ont alors été sérieusement remis en question. Au fil du temps, des signalements, des avertissements et des éléments préoccupants ont continué d'apparaître, dressant un tableau inquiétant. En 2018, Rita a également entamé une relation avec Larry Eugene King Jr. à Walterboro. Cette relation s'est rapidement développée et s'est intégrée à la vie familiale,
tandis que Christina demeurait sous la responsabilité directe de sa mère et entièrement dépendante de ses soins. Puis, en 2019, une 5e plainte a été déposée, cette fois-ci d'une gravité accrue. Elle concernait directement une blessure clairement visible. Rita a conduit Christina à l'école, et immédiatement, il est apparu à tous que quelque chose n'allait pas. Le visage, le cou et la poitrine de Christina présentaient de graves brûlures. Selon le signalement, ces brûlures dégageaient une odeur nauséabonde, suggérant une infection présente depuis plusieurs jours. Aucun pansement ne les recouvrait, et les plaies continuaient de suinter, provoquant la stupeur générale. À son arrivée à l'école, enseignants comme élèves se sont montrés profondément inquiets de ce qui pouvait réellement se passer au sein de son foyer, considérant la situation comme un signal d'alerte urgent. Le district scolaire du comté de Colton en a rapidement informé le DSS, qui a aussitôt pris contact avec Rita afin d'obtenir des explications. Interrogée, celle-ci a affirmé que Christina s'était accidentellement renversée de l'eau chaude dessus pendant son sommeil. Une explication jugée peu convaincante et difficile à croire. Il lui a alors été demandé de faire soigner sa fille immédiatement afin de garantir la prise en charge médicale nécessaire. Toutefois, aucun dossier ni document médical ne sont venus confirmer qu'un traitement avait effectivement été prodigué. Le lendemain, Christina est retournée à l'école avec les mêmes blessures, toujours sans pansement approprié ni soins médicaux. Cette image a profondément bouleversé les enseignants et les camarades de classe. Et pourtant, malgré cet épisode tragique, Christina est restée sous la garde de Rita. L'établissement scolaire avait exprimé à plusieurs reprises ses inquiétudes auprès du département des services sociaux de Caroline du Sud. Mais aucune réponse n'a été apportée. Il n'y a eu ni retour, ni suivi, ni intervention significative de quelque nature que ce soit. À un moment donné, Rita a manifesté une frustration évidente. Allant jusqu'à une colère ouverte face à l'insistance de l'école, elle ne comprenait pas, ou refusait peut-être délibérément de comprendre, pourquoi l'établissement continuait de surveiller la situation et de la questionner. Rita a déclaré aux travailleurs sociaux qu'elle était lassée des signalements répétés transmis par l'école et que, si cela ne cessait pas, elle retirerait totalement Christina de l'établissement. Elle se disait prête à priver sa fille en situation de handicap du seul environnement dans lequel elle trouvait de la joie et un sentiment d'inclusion, uniquement pour faire taire les préoccupations soulevées à son encontre. Il apparaissait clairement qu'elle ne souhaitait pas que quiconque remette en question ou examine sa manière d'exercer son rôle parental. Avec le temps, d'autres personnes ont commencé à porter une attention accrue au comportement de Rita envers Christina. Rita avait une ancienne colocataire, sur laquelle elle comptait fréquemment pour l'aider à s'occuper de Christina, souvent à la dernière minute, sans demande préalable ni préparation. Cette colocataire a indiqué s'être sentie mise sous pression et placée dans une situation inconfortable lorsqu'on lui demandait d'assurer cette prise en charge. Lors d'un épisode précis, elle a refusé car elle devait se rendre à son travail, mais Rita a continué à insister de manière persistante. Selon le témoignage de la colocataire, Rita lui aurait alors dit « Laisse simplement Christina dans ma voiture avec les vitres baissées, parce que je le fais tout le temps. » Cet instant l'a profondément marquée. Pour une personne extérieure, cette remarque aurait pu sembler banale, voire anodine. Mais en réalité, elle ne l'était pas. Une telle pratique était totalement inacceptable pour un enfant nécessitant des soins médicaux, une attention constante et une surveillance permanente. Puis vint le mois d'août 2019, le moment fatidique. Cette année-là, Christina s'était inscrite pour entrer en classe de 4e, avec la même petite excitation que ses camarades. Dans l'après-midi du vendredi 2 août, Rita a de nouveau eu besoin de quelqu'un pour s'occuper de Christina. Elle a contacté une jeune femme de 18 ans prénommée Lindsay Lewis. Il s'agissait d'une nouvelle demande de dernière minute, comme tant d'autres auparavant. Mais cette fois, Rita semblait avoir une intention bien précise. Rita avait autrefois été l'enseignante de développement de l'enfant de Lindsay à l'école. Elle savait que Lindsay rêvait de devenir infirmière un jour. Et elle a habilement exploité cette relation de confiance. « Cela t'aidera », lui a dit Rita. « Ce sera bon pour ton avenir. » L'initiative n'était d'ailleurs pas venue de Lindsay elle-même, mais directement de Rita, par l'intermédiaire de la mère de Lindsay. Rita présentait la situation comme une opportunité d'apprentissage et d'expérience pratique. Lindsay,
encore jeune et inexpérimentée, a accepté. Elle s'est rendue au domicile de Rita et a rencontré Christina pour la première fois. Devant elle se trouvait une petite fille incapable de parler et de marcher. Christina se déplaçait lentement en rampant sur les mains et les genoux, son corps frôlant presque le sol. Elle ne pouvait pas saisir des objets, ne pouvait pas se nourrir seule et dépendait entièrement des autres. Lindsay n'avait jamais été confrontée à une responsabilité aussi lourde, aussi exigeante et aussi étrangère à son expérience jusque-là. On lui a remis une fiche d'instruction relativement détaillée, indiquant clairement que Christina avait besoin d'aide pour presque tous les actes du quotidien, de la toilette et des repas jusqu'au changement de couche. Rita a expliqué avec soin l'ensemble de la routine journalière de Christina afin que Lindsay puisse la respecter, en insistant notamment sur le fait que l'adolescente devait recevoir des boissons nutritionnelles à des horaires de repas précis. Rita a ensuite demandé si elle pouvait s'absenter pendant quelques heures, expliquant qu'elle avait un rendez-vous avec son compagnon, prénommé Larry. Lindsay a accepté. Elle était jeune, inexpérimentée, mais souhaitait aider, être digne de confiance. Et elle est donc restée, finalement. Elle s'est retrouvée totalement seule. Dans la soirée, Rita a envoyé un bref message pour demander ce que faisait Christina, puis a mentionné, presque avec désinvolture, qu'elle rentrerait le lendemain. Aucune autre explication n'a été fournie. Lindsay est alors restée à attendre, envahie par la confusion et l'inquiétude. Le samedi est arrivé, mais personne ne s'est présenté. Il n'y a eu ni appel, ni avertissement, ni message, ni modification des plans. La mère de Christina, son unique aidante, avait disparu. Christina se retrouvait seule avec une jeune femme de 18 ans qu'elle connaissait à peine, sans aucune expérience dans la prise en charge spécialisée. Ce que Lindsay ne pouvait ni savoir ni prévoir, c'était que la maison dans laquelle elle se retrouvait contrainte de rester était totalement désorganisée et dépourvue de l'essentiel. Il n'y avait aucune provision alimentaire, aucun plan clair, aucune liste de contacts d'urgence à appeler en cas de problème. Il n'y avait qu'une jeune fille de 18 ans, une adolescente lourdement handicapée et une maison dont l'atmosphère devenait de plus en plus pesante et oppressante au fil des heures. Lindsay a fouillé la cuisine et n'a trouvé que quelques bouteilles de boissons nutritionnelles destinées à Christina. Le réfrigérateur était presque vide, preuve évidente qu'aucune préparation n'avait été faite en vue d'une garde prolongée. Puis, elle a remarqué un autre élément qui lui a glacé le sang. Le lit était infesté de punaises, et pas seulement à un endroit précis, mais dans toute la maison. Lindsay est restée sous le choc. Il s'agissait du domicile d'une enseignante, d'une mère dont la fille nécessitait des soins médicaux constants. Et pourtant, l'ensemble se trouvait dans un état alarmant. Rita n'est pas rentrée cette nuit-là non plus. Tout au long du samedi, il n'y a eu aucun signe de sa part. Pas un seul appel, pas un seul message, seulement un silence inquiétant. Ce n'est que le dimanche, plus de 48 heures après l'arrivée de Lindsay, que Rita a envoyé son premier message. Elle a expliqué que Larry avait été victime d'une intoxication alimentaire, qu'il devait initialement la ramener en voiture, mais que, ne sachant pas conduire son camion, elle n'avait d'autre choix que d'attendre. Cet après-midi-là, Rita est finalement rentrée. Lindsay n'a pas vu qui l'avait ramené, mais elle a entendu du bruit à l'extérieur. Une voiture s'est arrêtée, avec une musique aux basses puissantes, laissant clairement entendre que quelqu'un attendait à l'intérieur. Lindsay a pensé qu'il s'agissait de Larry. Un sentiment de malaise l'a envahi lorsqu'elle a vu Rita descendre du véhicule et agir rapidement comme si rien ne s'était produit. Par la suite, Rita a emmené Christina au domicile de Larry, une maison isolée située le long de la Low Country Highway. Si cela peut se produire ici, combien d'autres foyers dissimulent des tragédies similaires? Avant d'entrer dans ce récit à la fois bouleversant et nécessaire, je souhaite vous demander votre soutien. Chaque mention, j'aime, chaque abonnement et chaque partage de cette vidéo ne sont pas seulement des encouragements. Ils représentent aussi une chance supplémentaire pour qu'un enfant puisse vivre dans la sécurité et le bonheur. Si vous disposez du nouveau bouton Hype sur YouTube, merci de l'utiliser. Il constitue un soutien essentiel qui permet à cette chaîne de diffuser des histoires porteuses de sens. Partagez cette vidéo partout où vous le pouvez et n'oubliez pas d'indiquer, dans les commentaires, votre ville ainsi que l'heure à laquelle vous regardez. Je souhaite savoir que, partout, nous sommes prêts à nous lever pour protéger les enfants.
car il ne s'agit pas seulement du récit d'une tragédie, c'est un rappel que nous pouvons et que nous devons faire mieux. Vers 11 heures du matin, ils ont installé Christina sur la banquette arrière de la Volkswagen Jetta de Rita, modèle 2012. Le véhicule était éteint, silencieux, et Christina a été laissée à l'intérieur. La voiture était stationnée dans la cour avant, un espace entièrement dégagé, sans aucune zone d'ombre. Il n'y avait ni arbre, ni auvent, ni la moindre brise. Ils se trouvaient pourtant à seulement quelques mètres. Mais leur attention était entièrement ailleurs, à l'intérieur de la maison. Rita et Larry étaient absorbés par une dépendance qui durait depuis plusieurs jours. 1 heure s'est écoulée, et ils ne sont allés vérifier l'état de Christina qu'une seule fois, avant de la laisser à nouveau pour retourner à l'intérieur. Tout au long de l'après-midi, ils se sont disputés, se sont assis sur l'ancienne balançoire du Porsche, puis sont allés et venus par la porte d'entrée. Par moments, tous deux disparaissaient complètement à l'intérieur de la maison, laissant Christina enfermée dans la voiture. Les vitres étaient fermées, le moteur à l'arrêt, sans climatisation. Elle était recroquevillée dans une couche souillée, dans un état de détresse absolue. Christina ne pouvait pas détacher sa ceinture de sécurité, ne pouvait pas ouvrir la portière et ne pouvait pas appeler à l'aide. Lorsque Rita et Larry ont finalement réalisé qu'ils s'étaient enfermés hors de la voiture, près de 4 heures s'étaient déjà écoulées. Ils ont tenté de forcer l'ouverture de la portière, sans succès. Ils se sont alors précipités dans le pick-up de Larry pour se rendre au domicile de Rita afin d'y récupérer un double des clés. 1 heure supplémentaire s'est perdue en vain. Lorsqu'ils sont revenus, Christina était restée enfermée dans la voiture pendant un total de 5 heures et 42 minutes. La température extérieure avait fortement augmenté et à l'intérieur du véhicule, la situation était encore plus insupportable. Aucune ventilation, aucune circulation d'air, rien pour atténuer la chaleur accablante. À l'intérieur, la température a atteint 135 degrés C. Il n'y avait aucune réaction. Ses yeux étaient hermétiquement fermés. Sa peau frêle présentait les signes d'une exposition extrême au soleil, rouge, irritée et douloureuse. Son corps était inerte, totalement immobile dans les bras du personnel médical. Ils ont tout tenté, compression thoracique, respiration artificielle. Mais toutes les tentatives se sont révélées vaines. Aucune manœuvre de réanimation, aucune mesure d'urgence n'a pu inverser la situation. Chaque effort déployé sur place s'est conclu par un silence déchirant. Christina ne pouvait plus être sauvée. Sur les lieux, Rita a affirmé à l'équipe de secours que tout s'était produit en l'espace de quelques minutes seulement. Elle a déclaré avoir laissé sa fille dans la voiture le temps d'entrer chez son compagnon pour prendre un paquet de cigarettes, puis avoir découvert, à son retour, que le véhicule était verrouillé avec les clés à l'intérieur. Toutefois, cette version des faits s'est rapidement effondrée. Le domicile de Larry était équipé d'un système de sécurité avec des caméras qui enregistraient les événements de manière précise et continue. Lorsque les enquêteurs ont visionné les images, la réalité s'est imposée sans équivoque. Il ne s'agissait pas de quelques minutes, mais de près de 6 heures. Durant cette longue période, de nombreuses occasions de vérifier l'état de Christina ont été ignorées, à répétition. Les enregistrements montraient Rita et Larry se déplaçant autour de la maison, riant, s'enlaçant devant la porte, s'asseyant sur l'ancienne balançoire du Porsche, puis entrant et sortant de manière désinvolte. Leur quotidien se poursuivait comme si rien n'était anormal, à seulement quelques pas de là, tandis qu'une enfant en situation de handicap s'affaiblissait progressivement, perdant la vie dans la chaleur étouffante de la voiture. Le couple a été rapidement arrêté pour son implication directe dans la mort tragique de Christina. Dans un retournement de situation choquant et difficilement concevable, la fille aînée de Rita, Ashley, a également été arrêtée et inculpée pour mise en danger illégale d'un mineur. Après avoir laissé sa fille de 7 ans et son fils de 9 mois à l'intérieur d'une voiture surchauffée par une journée à 91 degrés, les faits se sont produits moins de 2 semaines après le décès de Christina, dans des circonstances presque identiques, alimentant encore davantage l'indignation du public. Au tribunal, le médecin légiste a témoigné après avoir pratiqué l'autopsie de Christina. Il a confirmé que la cause du décès était un coup de chaleur, résultant d'une exposition prolongée et extrême au soleil.
Des vomissements ont été retrouvés dans les poumons de Christina, indiquant qu'elle avait inhalé le contenu de son estomac au moment où son organisme entrait en défaillance sévère. Ses fonctions vitales ont totalement cessé. Et, dans ces derniers instants, elle n'a pas été en mesure de dégager ses voies respiratoires. Christina a rendu son dernier souffle sur la banquette arrière de la voiture de sa mère, sans assistance, sans voix et sans possibilité d'échapper à la situation. En 2021, une action en justice formelle a été engagée contre le département des services sociaux de Caroline du Sud. L'accusation était sans ambiguïté. L'organisme même chargé de protéger les enfants vulnérables avait été alerté à de multiples reprises, mais n'avait pourtant pris aucune mesure. La plainte soulignait que le département avait été informé de façon répétée des conditions de prise en charge de Christina, que des signaux de danger récurrents avaient été pleinement documentés et signalés, et que des responsables en avaient nécessairement connaissance. Selon les éléments du dossier, le département avait été contacté au moins 5 fois, chaque signalement exprimant de sérieuses préoccupations quant à la manière dont Rita s'occupait de sa fille. Et pourtant, malgré tous ces avertissements, aucune mesure de protection concrète ni aucune intervention significative n'ont jamais été mises en œuvre. La plainte précisait que, même après avoir été alerté encore et encore, le département n'était jamais intervenu de manière effective. Christina a ainsi continué à vivre dans un environnement à haut risque, où même les soins médicaux les plus élémentaires n'étaient pas garantis, où elle pouvait être brûlée, tomber gravement malade, ou pire encore, être laissée seule pendant des heures sans que personne n'intervienne pour la protéger. Il ne s'agissait ni d'accusations vagues, ni de suppositions générales. Ces faits étaient étayés par des noms, des dates précises et des documents justificatifs. Et pourtant, face à des preuves aussi claires, aucune action de protection n'a été entreprise, un retard tragique qui a privé Christina de sa seule chance de survie. Les défendeurs ont été clairement identifiés. Rita Frazier Pangalangan et Larry Eugene King Jr. 2 combats parallèles étaient alors engagés, l'un devant le tribunal civil, visant à établir les responsabilités, et l'autre devant le tribunal pénal, où la justice devait être rendue. Les poursuites de l'État étaient dirigées directement par le procureur Duffy Stone et le procureur adjoint Sean Thornton. Dès les premiers jours du procès, ils ont présenté l'affaire au jury en soulignant que Christina n'avait pas été laissée dans la voiture à la suite d'un accident imprévisible. Les enquêteurs ont témoigné que Rita et Larry avaient tous deux été testés positifs à la méthamphétamine ce jour-là. Ils se trouvaient sous l'emprise de cette substance pendant toute la durée des faits, une réalité accablante que le jury ne pouvait ignorer. La défense a tenté de présenter une version différente. Elle a soutenu qu'il s'agissait d'une erreur tragique et non d'un acte intentionnel, mais d'un simple moment de défaillance dans le jugement. Larry est même monté à la barre, affirmant que le moteur de la voiture était encore en marche lorsqu'il avait installé Christina sur la banquette arrière et qu'il n'avait jamais eu l'intention de lui faire du mal. En revanche, Rita a choisi de ne pas témoigner, laissant un vide important dans sa version des faits. Ce silence a conduit tant le jury que l'opinion publique à s'interroger sur le rôle réel et la responsabilité de la mère dans cette tragédie déchirante. Les procureurs ont alors posé une question à Larry. Et si vous vous êtes éloigné, est-ce que la mère est venue pour, attacher sa ceinture ou quelque chose comme ça ? Je pense que oui, monsieur. Le moteur de la voiture était-il en marche quand vous avez installé la petite fille ? Absolument. Auriez-vous laissé cette petite fille, Nicole, dans une voiture avec le moteur en marche ? Quoi ? Non, jamais, jamais, même quoi ? Vos sentiments étaient blessés, alors jamais, jusqu'au moment où vous avez découvert le corps de cette petite fille. Y avait-il quoi que ce soit d'inhabituel ou d'effrayant dans cette journée ? Non, monsieur, c'était un autre jour normal. Je pensais que tout était normal. Je n'avais aucune idée que quoi que ce soit n'allait pas. Essayez-vous de mémoriser les événements moment par moment ? Non, monsieur, elle m'a suivi à l'intérieur. De quoi parliez-vous tous les deux ? Si vous me demandez, elle ne partait pas. Eh bien, nous savons tous ce qui se passait entre nous. Elle essayait simplement de me supplier et de me parler et d'essayer d'arranger les choses. Et pendant que vous étiez dans la maison, vous avez mis les cartes sur la table. Vous êtes-vous réconciliés ? Nous l'avons fait, oui. J'ai avancé, oui. Et que s'est-il passé ?
Ce qui a mené à ce qu'elle revienne et me dise que les clés étaient enfermées dans la voiture qui s'était verrouillée automatiquement. Oui, monsieur. Et quelle a été votre réaction à cela? Pas mon problème. Débrouille-toi, sors de là. Non. J'ai essayé de l'aider à entrer dans la voiture. Je ne savais pas que quoi que ce soit d'autre n'allait pas. Pour être honnête, bien sûr, la mauvaise voiture était en marche. Étiez-vous inquiet de la situation? Non. Monsieur, pas vraiment. D'accord. Et si vous aviez su, et je sais que vous avez vu ce que nous avons tous vu, si vous aviez eu le moindre soupçon que c'est ce qui allait arriver, ou que c'était en train d'arriver, quelle aurait été votre réaction? Maintenant, qu'en est-il de ça? Êtes-vous allé à la voiture? Avez-vous pris un emploi? Je n'en avais aucune idée. Donc, vous avez fait un effort pour récupérer le téléphone dans la voiture. C'est bien ça? Oui, monsieur, je lui ai dit d'aller à la voiture. Avez-vous réussi immédiatement? Pas tout de ton de suite. D'accord. Et la manière dont vous avez essayé n'est pas importante, mais vous souvenez-vous de ce que vous avez fait pour essayer d'entrer dans la voiture? Une partie, oui. Monsieur, qu'avez-vous fait? J'ai essayé d'entrer, d'ouvrir une porte, et j'ai proposé de casser le toit ouvrant. Elle ne voulait vraiment pas que je fasse ça. Donc, vous avez proposé de casser le toit ouvrant? Oui, je l'ai fait, je ne l'ai pas fait, et elle a dit non, jamais fait. Vous n'avez pas trouvé un autre plan? Oui, monsieur, et quel était ce plan? Elle a dit qu'elle avait une clé de secours. Quelle était votre relation avec son enfant? Oh, c'était la fille de ma petite amie. L'étiez-vous? C'est un enfant qui avait des besoins particuliers. Des besoins? Des soins particuliers? Avez-vous surveillé cet enfant? Un enfant? Un bébé? C'est juste? Quelqu'un vous a fait ça? Non, monsieur, et j'ai fait cette tâche. Mais cet enfant portait une couche? Cette jeune fille qui portait une couche n'était pas capable de se nettoyer seule? Est-ce que vous la nettoyiez? Changiez-vous sa couche? Étiez-vous responsable de ce genre de choses? Non, monsieur. La nourrissiez-vous? Non, monsieur. La mettiez-vous au lit ou la leviez-vous le matin? Non, monsieur. Étiez-vous responsable financièrement? Payez-vous une pension alimentaire ou quoi que ce soit pour cet enfant? Non, monsieur. Quoi qu'il en soit, la nuit précédente, le mois suivant, cette nuit-là chez vous, est-ce que je me trompe? Oui, monsieur. Et racontez-moi le matin. Le matin, vous vous êtes levé et vous... Désolé, êtes-vous allé vous coucher cette nuit-là? Non, monsieur. Je suis resté éveillé toute la nuit. Il y avait cette partie-là. Nous avons fait ça, donc... Enfin, vous avez juste... D'accord. Et quand vous vous êtes levé le matin, est-ce que vous... Mademoiselle et l'accusé avaient eu une conversation qui a mené à ce que nous avons vu au tribunal. Elle a dit que vous gardiez votre travail. Oui. D'accord. Oui. Monsieur. Dites aux dames et messieurs ce qu'ils vous ont dit. Je ne veux pas citer mot pour mot, mais dites-leur simplement de quoi portait la conversation, juste le sujet. Simplement le fait qu'elle était impliquée avec quelqu'un d'autre et tout. Nous en avons parlé. 2 choses m'ont brisé le cœur. Et j'étais juste à moitié anéanti. Très bien. Donc il s'agissait essentiellement de ce que vous appelez l'infidélité. C'est bien ça? Oui. Monsieur? Oui. Police? Oui. A-t-elle accepté de partir? Oui. Monsieur? Et ensuite? Qu'est-il arrivé? Vous avez mis l'enfant dans la voiture? Ou nous vous avons vu mettre l'enfant dans la voiture? L'avez-vous porté? Oui, je l'ai fait. D'accord. Et pourquoi étiez-vous celui qui portait un enfant ayant des difficultés comportementales et nécessitant une prise en charge physique? Vous aviez des difficultés? Des difficultés? Quand sa fille devenait trop lourde pour elle, elle m'a demandé de le faire. Y avait-il quoi que ce soit d'inapproprié, de mal, de brutal, dans la façon dont vous avez traité cette petite fille handicapée? Absolument pas, jamais. Pouvez-vous imaginer une circonstance où cela aurait été votre réaction? Non, monsieur. Et où l'avez-vous installé? Dans le siège auto, dans la voiture, et derrière le siège du conducteur, du côté conducteur à l'arrière, d'accord. Et à ce moment-là, étiez-vous simplement fatigué de l'opération ou avez-vous continué à essayer d'aider? J'ai continué à essayer d'aider. Qu'avez-vous fait pour essayer d'aider?
Je suis allé chercher une autre clé de secours. Quand vous êtes parti, le moteur tournait-il ? Oui, monsieur. Et tournait-il quand vous êtes revenu ? Oui, monsieur. Et pensez-vous qu'elle était toujours à l'intérieur ? Oui, monsieur. Et quand vous êtes revenu, avez-vous pu ouvrir, simplement tirer le mécanisme ? Non, monsieur. Pourquoi ? Les piles étaient trop faibles, ça ne fonctionnait pas, ça ne déverrouillait pas la porte. Donc vous avez essayé de façon désorganisée. Ça ne s'ouvrait pas. Oui, j'avais maintenant un vrai problème, ou nous avions de vrais problèmes. Je pense, oui. Qu'avez-vous fait pour y faire face ? J'ai appelé Robert Stokes, serrurerie et clés. Connaissez-vous quelqu'un ? Oui, Robert Stokes. Donc vous avez appelé Stokes Lock and Key. Et quel était le but de cet appel ? Pour qu'il m'aide à entrer dans la voiture. Et si, en effet, vous avez passé cet appel, cela apparaîtrait-il sur la vidéo de l'après-midi ? Oui, monsieur, d'accord. Donc, vous avez appelé Stokes Lock and Key. Vous avez parlé à une personne que vous connaissiez pour entrer dans la voiture. C'est votre témoignage ? Oui, monsieur. Et que vous a-t-il dit ? Il m'a parlé de la clé d'urgence et d'une clé... D'accord. Une clé d'urgence, les gens savent peut-être ce que ça signifie, mais vous n'aviez pas le temps. Alors qu'est-ce que cela signifie ? C'est une clé à l'intérieur de la télécommande que vous séparez. Il m'a dit de retirer le cache, d'enlever le panneau de la porte, le compartiment et de déverrouiller la porte. Avez-vous finalement réussi à ouvrir ? Oui, je l'ai fait et ce n'était pas avec un pied de biche. Non, monsieur, c'était à l'ancienne. On l'insère et on actionne. Quand le moment est venu de la sortir de la voiture, j'ai su qu'elle était décédée. Quelle a été votre réaction immédiate ? Oh, non. Maman, vous est-il venu à l'esprit que vous pourriez être en difficulté ? Non. À aucun moment à aucun moment ou au cours de cette enquête, en parlant aux agents, en parlant à qui que ce soit d'autre qui vous a interrogé, avez-vous pensé « Mon Dieu, je dois couvrir quelque chose ?» Jamais. Non, monsieur. Non, monsieur. Donc, vous avez appelé le 911. Et les informations que vous leur avez données étaient encodées correctes ? Oui, monsieur. Et quand les forces de l'ordre sont arrivées, leur avez-vous parlé ? Oui, monsieur. Et les informations que vous leur avez données étaient-elles correctes ? Oui, monsieur. Le véhicule lui-même, toutes les vitres étaient teintées dans cette voiture ? Oui, monsieur. Teintées. Très foncées. Pouvez-vous voir à l'intérieur de cette voiture ? Non, monsieur. Quand les forces de l'ordre sont arrivées et plus tard vous ont emmené au commissariat, est-ce exact ? Oui, monsieur. Quelqu'un vous a-t-il dit que vous n'étiez pas obligé de parler, que vous aviez le droit de garder le silence pendant tout ce temps ? Oui, monsieur. J'ai signé des formulaires. Je comprends ? Absolument. Et ensuite, ont-ils continué à vous parler pendant plusieurs heures ? Oui, monsieur. Avez-vous parlé jusqu'à ce qu'ils disent que que vous n'aviez plus besoin de parler ? Oui, monsieur. Avez-vous déjà essayé de dissimuler quoi que ce soit ? Jamais. Vous avez porté un enfant et l'avez mise dans la voiture. On vous accuse d'avoir causé de graves blessures corporelles à cet enfant. Avez-vous le sentiment de l'avoir manipulé correctement et de manière appropriée ? Oui, je l'ai fait. Je vous demande, y a-t-il une seule manière dont elle aurait pu penser que vous n'aimiez pas les enfants ? Est-ce que vous et Rita vous êtes réunis pour planifier une manière de tuer cet enfant ? Absolument pas. Vous êtes-vous réunis pour planifier une manière de faire du mal à cet enfant ? Non, monsieur. Pouvez-vous imaginer les circonstances qui auraient pu se produire ? Le jury a délibéré pendant plus de 2 heures. Durant ce laps de temps, il a soumis 2 questions, toutes deux demandant des précisions sur les chefs d'accusation exacts retenus contre le couple. Dans la salle d'audience, l'atmosphère était d'une tension extrême lorsque Elizabeth, la sœur aînée de Christina, est venue à la barre pour témoigner en faveur de leur mère. La voix étranglée par les sanglots, elle a tenté d'expliquer qui était réellement Rita. Elizabeth a déclaré « Ma mère aimait profondément Christina. Et elle était une bonne mère. » Elle a ajouté que sa mère disait souvent que Dieu l'avait créée pour être la mère de Christina.
estimant que seule une force de caractère et une détermination hors du commun permettèrent d'affronter les épreuves particulièrement difficiles que la vie leur avait imposées. Elisabeth a décrit Rita comme une mère dévouée, prête à exercer de nombreux emplois pour subvenir aux besoins de sa fille. Lorsque la compagnie d'assurance a refusé de prendre en charge un déambulateur, affirmant qu'il ne s'agissait que d'un équipement à visée esthétique, Rita a cherché toutes les solutions possibles. Elle a accepté des contrats de tutorat, fait des ménages et réalisé tout travail supplémentaire à sa portée afin de s'assurer que tous les besoins de Christina soient satisfaits. La salle d'audience est alors restée silencieuse, seulement troublée par le bruit étouffé de sanglots. Rita se tenait à quelques mètres de sa fille, un mouchoir à la main, pleurant discrètement tandis qu'Elisabeth prenait la parole pour elle. D'une voix tremblante, Elisabeth a poursuivi. Elle aimait cette petite fille. Christina était tout son monde, et depuis sa disparition, elle n'a plus jamais été la même. Chaque jour, nous vivons avec le chagrin incessant de la perte de Christina. Dans sa plaidoirie finale, le procureur Celestra Stone s'est tenu devant le jury avec un objectif unique, la chronologie des faits. Il a retracé, heure par heure, chaque instant, chaque apparition du couple à l'extérieur du véhicule et chaque occasion précieuse d'intervenir qui avait été manquée. Sa voix s'est chargée d'émotion lorsqu'il a demandé aux jurés d'imaginer, de se souvenir des images de vidéosurveillance, de se remémorer les brûlures constatées sur le corps et de penser à une enfant totalement sans défense, laissée sur la banquette arrière d'une voiture, piégée dans une chaleur étouffante pendant plus de 5 heures. Il a insisté sur un point essentiel. Il ne s'agissait pas d'un simple retard, mais d'une négligence ayant coûté une vie. Après avoir rappelé cette chronologie, l'avocat Celestra Stone s'est appuyé sur les fondements du droit. Il a expliqué au jury que l'homicide requiert l'élément de malveillance et que celle-ci ne se manifeste pas toujours par des accès soudains de colère. Elle n'implique pas nécessairement une arme tenue à la main. Parfois, elle ne prend même pas une forme clairement identifiable. Elle se révèle à travers les actes eux-mêmes. La manière dont une personne agit suffit à démontrer son mépris pour la vie d'autrui, a-t-il déclaré avant de marquer une pause et de poser la question au jury. Alors, ici, qu'ont-ils fait pour montrer ce mépris? Puis il a répondu lui-même, absolument tout. Mais Stone a rappelé au jury que Christina était une enfant entièrement dépendante des autres. Elle ne pouvait ni parler, ni se mouvoir. Et elle ne pouvait certainement pas se libérer des conditions suffocantes à l'intérieur du véhicule. Il a décrit en détail la fragilité de Christina, soulignant que c'était précisément cette vulnérabilité qui rendait les actes du couple d'autant plus dévastateurs et difficilement excusables. Il a également reconnu ouvertement ce que la défense avait elle-même admis. En Caroline du Sud, tout le monde sait ce qui arrive lorsqu'on laisse un enfant dans une voiture surchauffée. Il ne s'agissait donc pas d'ignorance, mais d'un choix de négligence. Un choix qui a coûté la vie à Christina. Mais Stone a regardé les jurés droit dans les yeux et a déclaré avec fermeté « C'est un mépris pour la vie humaine ». Il n'a pas seulement mis en lumière ce que le couple avait fait, mais aussi ce qu'il n'avait jamais fait. Aucun acte ne témoignait d'une véritable préoccupation pour Christina. Dans l'ensemble des éléments recueillis, il n'existait aucune trace de compassion. Il a ensuite ramené le jury à l'image la plus déchirante, celle de Christina. Les jurés ont vu les photographies de la scène. Son petit corps, après plus de 5 heures, prisonnier d'une chaleur brûlante. Les lésions marbrées. Les brûlures laissées sur sa peau. Il a qualifié cela de torture, laissant ce mot résonner dans le silence pesant de la salle. Puis il a conclu par cet appel « Mais aujourd'hui, dans cette salle d'audience, je vous demande d'employer le mot juste, meurtre. » La défense a conclu sur une argumentation différente. L'avocat de Larry, Jill Gatt, a soutenu que son client n'avait aucune responsabilité juridique directe à l'égard de Christina. Il a affirmé que le moteur du véhicule était en marche au moment des faits et qu'il ne s'agissait pas d'un meurtre intentionnel, mais d'une situation tragique qui avait échappé à tout contrôle. Dans les derniers instants, l'avocat de la défense de Rita, D.N. Phillips, a concentré tous ses efforts sur l'émotion du jury. Il a demandé à Rita de s'avancer et de se tenir à ses côtés, à seulement quelques pas. Rita s'est levée de son siège et s'est dirigée vers l'avant. Elle est restée debout, les épaules tremblantes,
les mains agitées de secousses constantes, offrant l'image d'une profonde fragilité et d'un total désarroi. Phillips a supplié le jury. Regardez-la vraiment. Rita a fondu en larmes devant l'ensemble de la salle d'audience. Son visage était rouge, inondé de larmes, rendant l'atmosphère plus lourde encore. Son avocat a élevé la voix. C'est la vie de cette femme, c'est sa liberté. Et je ne dis pas qu'elle a tout fait correctement, car Dieu sait que ce n'est pas le cas. Il a marqué une pause, puis a poursuivi en élargissant son geste, comme pour inclure le monde entier dans son propos. Vous pouvez être en colère contre Rita à l'extérieur de cette salle, mais vous ne pouvez pas apporter cette colère ici. Rita est retournée à sa place, tremblante, cherchant d'autres mouchoirs, comme elle l'avait fait tout au long du procès. En silence, elle a enfoui son visage dans ses mains, continuant de pleurer tandis qu'un silence sombre envahissait la salle d'audience. En septembre 2023, après plus de 2 heures de délibération tendue, le jury a finalement rendu sa décision. L'ensemble du tribunal a retenu son souffle au moment de la lecture du verdict. Nous, le jury dans l'affaire mentionnée ci-dessus, sur l'accusation de meurtre, Christina, merci. Votre nom, déclarons l'accusé coupable. Oh mon Dieu, ce numéro est... Laissez le jury tranquille. En ce qui concerne également l'affaire et les blessures corporelles graves, nous déclarons l'accusé coupable. Or, nous, le jury dans l'affaire mentionnée ci-dessus, concernant les chefs d'accusation de complot, déclarons l'accusé non coupable. Rita Pangalangan et Larry Eugene King Jr. ont tous deux été reconnus coupables de meurtre et d'infliction de lésions corporelles graves sur un enfant. La sentence a été prononcée dans l'atmosphère lourde de la salle d'audience, rappelant avec force les conséquences de la négligence. Rita a été condamnée à 37 années de prison, tandis que Larry a écopé de 32 années. En outre, tous deux ont également été condamnés, à titre concomitant, à 20 années d'emprisonnement pour maltraitance et négligence envers un enfant. Ces peines particulièrement lourdes reflétaient la gravité des faits retenus par le tribunal et confirmaient que la justice, bien que tardive, devait être rendue pour Christina, en octobre 2024, après des années de procédures, de dépôts judiciaires et de retards juridiques répétés. Un règlement financier définitif a été conclu. Cet accord couvrait 2 actions en justice, l'une intentée contre la mère de Christina et son compagnon, et l'autre contre le département des services sociaux de l'État. Le montant total du règlement s'est élevé à 314 582 $ américains. Sur cette somme, 195 000 $ provenaient du département des services sociaux de Caroline du Sud, l'organisme même accusé d'avoir manqué à son devoir de protection envers Christina, malgré de multiples alertes graves. Les accusations soutenaient que le département avait enfreint à la fois ses politiques internes et les lois destinées à protéger les enfants contre la négligence et les mauvais traitements. Christina avait été signalée comme étant en danger, avait subi des brûlures, et pourtant, aucune mesure n'avait été prise. Le système n'a rien fait pour la sauver. Le reste du règlement a été attribué à la succession de Christina, une reconnaissance, au moins sur le plan juridique, d'une vie fragile arrachée bien trop tôt. Les funérailles de Christina ont eu lieu l'après-midi du mercredi 14 août 2019, quelques jours seulement avant la date à laquelle elle devait commencer sa classe de 4e. La cérémonie s'est déroulée à la Faith Church, située sur Hampton Street à Walterboro. Dans l'avis de décès, elle était évoquée de manière simple mais profondément émouvante. Une âme pure, aimante, innocente et merveilleuse. C'est cette image que le monde a été invité à retenir. Christina Ann Pangalangan n'a jamais prononcé un seul mot de toute sa vie. Mais son histoire a suscité un écho puissant, ouvrant des débats bien au-delà d'une petite ville de Caroline du Sud, des salles d'audience aux rédactions, puis jusqu'à l'Assemblée législative de l'État. L'héritage de Christina continue de perdurer comme un rappel de la vulnérabilité des enfants et de la responsabilité collective de les protéger. L'histoire de Christina ne s'est pas achevée avec un verdict ou un règlement financier. Son décès a mis en lumière une faille juridique majeure dans le Code pénal de Caroline du Sud. En vertu de la loi de l'État, l'infraction d'homicide par maltraitance et négligence envers un enfant ne pouvait être retenue que si la victime avait moins de 11 ans. Or, Christina avait 13 ans. En conséquence, les procureurs ont été contraints d'engager des poursuites plus complexes pour meurtre.
fondée sur la démonstration de l'intention plutôt que sur la seule imprudence. Si la mère de Christina et le compagnon de celle-ci ont finalement été condamnés à de longues peines de prison, le procureur Celestra Stone a néanmoins averti que toutes les affaires ne présentent pas une clarté comparable et que de nombreux autres cas pourraient encore tomber dans cette dangereuse faille du système juridique. Le procès de Christina est devenu un puissant catalyseur en faveur d'une modification de la législation de l'État, une révision de l'article parallèle 16.3.85 du Code de Caroline du Sud, porté par les projets de loi S. 139 2023-2024 et H. 2025-2026, visant à relever l'âge limite de la victime de moins de 11 ans à moins de 18 ans. La vie de Christina, bien que brève et marquée par de lourdes difficultés, est désormais à l'origine d'un changement législatif susceptible d'intervenir prochainement. Un texte de loi porte aujourd'hui son empreinte. Elle a vécu dans le silence, avec des capacités motrices toujours limitées. Mais par sa mort, elle a laissé un héritage juridique et social qu'aucune juridiction ne pouvait ignorer. Et cet héritage pourrait continuer à protéger des enfants vulnérables dont les histoires restent encore à écrire. L'héritage de Christina perdurera, à travers des réformes juridiques et des appels fermes à combler les failles qui l'ont autrefois laissé sans protection. Il perdure également dans la mémoire d'une enfant qui aimait les dessins animés, qui avait besoin de soins quotidiens, mais qui a été abandonnée à plusieurs reprises jusqu'à ce que le monde soit enfin contraint d'écouter. Christina n'aura jamais la possibilité de grandir, mais la loi, elle, peut évoluer. La modification proposée permettrait d'appliquer l'infraction d'homicide par maltraitance et négligence envers un enfant à tous les cas impliquant des mineurs, afin qu'aucun enfant, quel que soit son âge, ne soit jamais exclu de la protection de la loi. Et pour que plus jamais une enfant comme Christina ne tombe dans ces failles cruelles du système. L'histoire de Christina Ann Pangalangan figure parmi les récits de True Crime les plus déchirants que l'on puisse entendre. Victime enfant âgée de seulement 13 ans, née avec de lourds problèmes médicaux, elle demeurait pourtant empreinte d'innocence, de douceur et d'une joie simple, notamment à travers les dessins animés qu'elle aimait tant. Et pourtant, au lieu d'être protégée, Christina a été abandonnée à plusieurs reprises, par la mère dont elle dépendait entièrement, et par le système de protection de l'enfance censé prévenir de tels cas de négligence. La mort tragique de Christina ne constitue pas seulement une perte irréparable, elle représente également un signal d'alarme sur la responsabilité collective et sur les failles de la loi. Une enfant incapable de parler, incapable de se défendre, a été laissée pendant des heures dans une voiture surchauffée, une situation dont la société connaît parfaitement les conséquences potentiellement mortelles. Cette affaire constitue une démonstration manifeste à la fois d'une défaillance du système et d'un échec des services de protection de l'enfance. Cependant, de cette perte est né un héritage. Christina est devenue la raison pour laquelle la Caroline du Sud a été contrainte d'envisager une évolution de la loi afin d'étendre la protection juridique à tous les mineurs. C'est là une forme de justice pour les victimes, non seulement pour Christina, mais aussi pour d'innombrables enfants vulnérables. Le message est clair, aucun signal d'alerte ne devrait jamais être ignoré. Il faut oser poser des questions, oser signaler et oser agir, afin qu'aucune tragédie impliquant un enfant ne se reproduise. Christina ne grandira jamais, mais son histoire peut sauver d'autres vies si chacun de nous la partage. La relaie et rappelle sans relâche notre devoir de protéger les enfants. Que la mémoire de Christina soit un moteur de changement. Partagez cette histoire, exprimez-vous et appelez à l'action, afin qu'aucun enfant ne soit jamais plus laissé dans le silence. Merci d'être resté avec nous tout au long de ce récit bouleversant. Chaque mention « j'aime », chaque partage et chaque commentaire contribue à te faire entendre la voix de ces jeunes victimes, afin que davantage de personnes soient informées et puissent se rassembler pour protéger les enfants. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer les notifications, afin de ne pas manquer les histoires qui doivent encore être racontées. À très bientôt dans la prochaine vidéo, là où une autre vérité attend encore d'être révélée.